Donc encore bienvenue pour cette nouvelle session, session de webinaires qui sont organisés par l'ART Occitanie. C'est une session de webinaire qui tourne autour des défis de l'eau en Occitanie, les données multisources, les méthodes et les services. Donc l'ART, c'est l'animation régionale thématique de Dataterra. Alors Dataterra, c'est une infrastructure de recherche qui s'appuie notamment sur 5 pôles de données, donc à savoir Aeris, qui travaille autour des problématiques d'atmosphère, Adotis pour les océans, Theia pour les surfaces continentales, Formater pour les terres solides, et le PNDB pour les données sur la biodiversité. Dans ce cadre-là, on est plutôt autour des problématiques de TIA et puis Audatis. Et donc, ce webinaire portera donc on est sur la deuxième session, sur la qualification de la sécheresse et des conséquences en Occitanie. Donc, avant de commencer, juste pour vous signaler que cette session est enregistrée, donc faites attention à bien couper vos micros pour pas interférer avec les interventions de vos intervenants. Et donc les intervenants feront une petite présentation d'une quinzaine de minutes. Et puis après, il y aura à peu près 5 minutes consacrées aux questions-réponses. Alors, voici le programme. Nous aurons 4 intervenants. Donc, Fatima Carbou de Météo France, qui nous parlera un petit peu de la caractérisation de la neige et de la fonte nivale pendant les périodes de sécheresse, notamment en 2022. Michel Lepage de l'IRD, qui nous introduira sur les sécheresses agronomiques, donc le suivi du sol et le développement de la végétation. Florian de Boissieu de l'INRAE nous parlera d'un package qui s'appelle Forbed pour la détection d'anomalies de végétation à partir d'images Sentinel-2. Donc là, on est sur les suivis, les impacts du stress hydrique sur les végétations. Et enfin, Maxime Soma de l'INRAE qui va nous parler de la cartographie de l'état hydrique des couverts forestiers et des surfaces brûlées avec Sentinel-2. Alors, avant de commencer, juste pour vous rappeler les sessions prochaines. Donc, on a déjà eu une première session sur la qualité des eaux et des pollutions en Occitanie. Aujourd'hui, donc, on va parler de la sécheresse. Le 3 décembre, on aura une session sur l'eau et l'eau dans le sol, notamment, donc les problématiques associées au défi de l'eau dans l'agriculture. Au 14 janvier, nous aurons une session sur les inondations et les submersions en Occitanie. Et puis finalement, le webinaire se clôturera donc ce sera le 11 février, sur le climat et température de l'eau en Occitanie. Donc en fait, vous pourrez retrouver tous les webinaires qui sont enregistrés, vous pouvez les retrouver, les vidéos, sur le site qui est affiché là, qui sera aussi enregistré sur le chat. Et puis, et vous pourrez aussi vous inscrire pour les prochaines sessions. Merci beaucoup. Donc voilà, donc cette présentation, je l'ai faite aussi avec l'aide de Simon Gascoin de CESBio, ainsi qu'avec les contributions de plusieurs autres collègues. Et donc là, pour la thématique du webinaire ce matin, donc on a pris le pari de vous parler de données satellites, de produits satellites disponibles, qui permettent notamment de suivre cette question de sécheresse par le biais de la caractérisation de la neige et de la fonte nivale par observation satellite, et pas que. Donc, je vous donnerai également quelques éléments sur les données qui sont disponibles actuellement, à la fois pour les données satellites et des données in situ ou de sortie de modèles. Donc là, le parti pris pour notre présentation, c'est vraiment un focus sur les données satellites existantes qu'on utilise pour la caractérisation de la neige. Donc là, c'est juste une illustration assez générale des observations de satellites
européen. Nous, ce qui nous intéresse davantage, c'est tout ce qui est programme Copernicus, hein, et donc en particulier les données Sentinel. Donc là, on voit ici en fait le calendrier ou l'échéancier de toutes les missions spatiales disponibles ou à venir. Donc on voit qu'il y a une continuité, il y a une quantité impressionnante de missions satellitaires, donc, et notamment donc, pour pas que pour la partie neige, mais pour plusieurs applications. Il y a aussi, bien sûr, toutes les autres missions internationales, mais le focus ce matin, ce sera sur la partie Sentinelle de Copernicus, et en particulier donc la partie les missions Sentinel-1 et Sentinel-2, qui sont deux missions importantes du programme Copernicus. Donc les deux satellites, donc c'est de la télédétection spatiale, mais télédétection active pour Sentinel-1, où le satellite embarque sa propre source de rayonnement, donc c'est un radar. Et puis la télédétection passive pour Sentinel-2, où le satellite mesure le rayonnement naturel émis par la Terre. Dans les deux cas, donc on parle de réflectance pour Sentinel-2 ou de coefficient de rétrodiffusion pour Sentinel-1, mais ça reste des mesures indirectes du phénomène que l'on cherche à caractériser, donc notamment la neige, qu'il faut interpréter. Donc il y a donc de la modélisation qui intervient pour passer de l'observation satellite à la grandeur physique qui nous intéresse. Alors ici, pour illustrer rapidement en fait ce que voient les deux satellites sur une même scène, hein, donc ici on est sur Grenoble, avec le massif de Beldon, donc pour des dates assez proches. Donc pour Sentinel-2, donc c'est une image fin avril 2018, et le 26 pour Sentinel-1, pour l'image radar. Donc on voit bien en fait que les deux satellites ne voient pas exactement la même chose, même si on arrive à déduire en fait des informations sur la neige à partir des deux missions. Et donc justement, pour aller un peu plus dans le détail, mais sans rentrer trop dans les algorithmes, donc pour tout ce qui est neige, donc à partir des mesures optiques donc de type Sentinel-2, donc c'est des choses que vous connaissez certainement. Donc on se base souvent sur le Normalized Difference Snow Index, qui est dérivé à partir des mesures optiques, et donc calculé avec deux bandes du SWIR et du visible, et ça permet en fait de séparer la signature de la neige, notamment de la signature des nuages. Donc ça permet de bien contraster et de bien restituer l'information sur la neige. Il y a des algorithmes qui permettent aussi d'affiner en fait la segmentation de la neige ou de l'étendue de neige en intégrant en fait une information sur la végétation. Bien sûr, donc le problème principal des données optiques, c'est la présence de nuages. Donc c'est une limitation générale pour ce type de données, mais également les ombres portées, que ce soit les ombres portées des nuages ou du relief quand on est en montagne. Et puis, pour certains produits qui sont disponibles à partir des données optiques, il y a aussi parfois du gap filling, en fait, pour remplir les trous quand on a des nuages ou bien des ombres portées. Donc ça, c'est des choses dont il faut être conscient. C'est pas le cas pour tous les produits, mais il y en a pour certains produits. Pour ce qui est de Sentinel-1, donc là également, on fait des hypothèses sur les données, et on applique des algorithmes. Donc, et donc pour le cas de Sentinel-1, donc on fait l'hypothèse en fait que la présence de neige, notamment humide, au sol, induit une baisse assez importante de la rétrodiffusion radar. Et donc cela suppose qu'on ne voit pas la neige sèche avec ces données-là. Donc la neige sèche peut être confondue avec le sol sans neige, et on ne voit uniquement la neige humide. Donc c'est typiquement quand on a un début de fonte, ou bien quand on a des phénomènes de pluie sur neige. Et donc c'est cette hypothèse-là qui est à la base de tous les algorithmes de restitution de la neige humide par SAR de Sentinel-1 ou d'autres missions, où on utilise finalement un ratio d'image, donc une image sans neige. Donc on l'en construit avec des données souvent l'été ou l'hiver,
par rapport à l'image du jour, et on applique des méthodes de seuillage ou de segmentation, classification pour restituer la neige humide. Donc pour tous ces produits à base satellite, optique ou radar, donc c'est toujours via des différents algorithmes. Donc les algorithmes peuvent être plus ou moins élaborés selon les produits, mais il y a des erreurs propres qui sont intrinsèques à chaque type d'observation et à chaque type d'algorithme. Et donc, on a la chance depuis quelques années d'avoir de plus en plus accès à des produits satellites renseignant sur la neige à partir de ces données. Donc, il y a notamment les produits Copernicus, donc du service Snow and Ice de Copernicus. Il y a aussi des produits similaires qui sont disponibles sur Theia. Donc là, je donne ici quelques exemples de ce qui existe entre des produits qui sont basés uniquement sur du SAR de Sentinel-1, notamment le SAR Wet Snow, qui est disponible à 60 mètres de résolution, mais qu'on peut avoir aussi à 20 mètres avec d'autres produits. Il y a les produits de fusion d'optique et de radar, où on mélange finalement l'information optique et radar pour avoir la proportion de neige sèche ou neige humide. Il y a les données qui sont basées uniquement sur de l'optique, comme le Fractional Snow Cover, donc, qui est disponible également sur Theia. Et puis, il y a des produits où on ajoute du gap filling pour justement remplir le trou quand il y a des nuages et quand il y a des zones sans information. Et donc, à côté des données satellites, on a aussi d'autres données de produits, voire d'outils, qui sont disponibles, qui permettent en fait d'exploiter au mieux les données satellites disponibles. Donc là, je liste pas tous les produits disponibles, mais j'en liste quelques sorties de modèles qui peuvent avoir une utilité pour tout ce qui est application hydrologique. Donc notamment les sorties de modèles qui renseignent soit sur la hauteur de neige, soit sur le SUI, ou d'autres paramètres en lien avec la neige. Donc il y a le modèle S2M de Météo France qui permet d'avoir des réanalyses à l'échelle des massifs de montagne. Et donc là, c'est des réanalyses qui sont disponibles via Aeris. Avec l'historique depuis 1958. Et puis, il y a aussi les sorties de modèles qui sont plus adaptées pour les applications hydrologiques à partir du modèle SIM2. Et donc là, pareil, c'est des données qui sont disponibles sur tout le territoire et qui peuvent être obtenues, qui sont ouvertes. À côté de ça, donc on a aussi les données et des observations in situ, les bulletins météorologiques également qui sont archivés, qui sont disponibles, les bulletins du risque d'avalanche également qui permettent d'avoir quelques informations en plein hiver. Donc toutes ces données-là maintenant sont disponibles, donc c'est le cas depuis le 1er janvier 2024, y compris les données in situ. Et donc là, je donne les liens. Et là, par exemple, on peut voir une sortie du bulletin du risque d'avalanche au niveau du Pays Basque. Donc c'est des bulletins qui renseignent sur des tas d'informations, que ce soit sur les aspects météorologiques, nivologiques, des observations diverses sur les massifs en question. Et donc avec les remarques ou les informations qui viennent des prévisionnistes. Et donc là, on voit par exemple pour le Pays Basque à la mi-décembre 2018, l'estimation de la ligne d'enneigement qui était donnée à la mi-décembre par rapport à celle qui était donnée à la mi-décembre de 2022. Donc là, on s'approche de l'année qui nous intéresse, 2022, et on voit que dans les bulletins, on a déjà une information qui peut être exploitée sur ce genre de phénomène et au-delà. Donc ces bulletins, ils viennent en format PDF, mais il y a des outils qui existent pour les moissonner et pour récupérer les informations qui nous intéressent, donc notamment l'altitude de la neige pour les versants nord, versants sud, la présence de pluie sur neige, etc. Donc ce type d'informations, les isothermes zéro, etc. Donc ça, c'est à titre d'exemple.
Et donc là, pour le cas qui nous intéresse là de 2022, donc là, je vais donner des résultats qui sortent principalement de l'article qu'a fait Simon Gascoigne et collègues donc en 2024 sur l'évolution de l'enneigement durant la période de sécheresse de 2022. Donc là, je donne le lien vers l'article en bas de cette slide. Et ici, on voit une première évaluation du déficit d'enneigement vu par les mesures in situ, où l'idée c'était de voir en fait les mesures de neige effectuées à différentes stations automatiques d'enneigement, donc les stations niveaux qui maintenant sont en accès libre, sur différents territoires, donc notamment les Alpes du Nord, les Alpes du Sud et les Pyrénées. Et donc on voit que donc là ça montre en fait les hauteurs de neige mesurées par à ces stations-là sur donc la saison 2021-2022 avec donc la courbe en rouge et avec donc l'enveloppe grise qui présente les percentiles 10 et 90 pour les périodes de référence. Donc les périodes de référence qui sont variables selon les stations, parce que toutes les stations, on n'a pas un historique exact similaire à toutes les stations, donc il y a plus de détails dans l'article que je cite. Mais en tout cas, la principale observation que l'on peut faire, c'est qu'on voit déjà un contraste en fait entre les différentes stations de mesure et donc les différents territoires en termes d'enneigement en début de saison, qui était assez excédentaire dans les Pyrénées en début de saison. Et puis, donc, par rapport aux Alpes du Sud et aux Alpes du Nord. Et par la suite, donc, un retrait assez rapide, en fait, de l'enneigement en fin de saison. Si on voit, en fait, l'enneigement vu par Sentinel-2, donc là, ici, c'est un autre type d'observation. Donc là, on regarde le fractional snow cover vu par Sentinel-2 en 2022. Alors, ce qui est rose, c'est l'étendue de neige en mars, et ce qui est en magenta, c'est ce qu'on voit en juin. Donc, on peut voir en fait que entre mars et juin, il reste quasiment plus de neige sur ce secteur, donc près d'Annecy, des Alpes du Nord. Donc, on peut comparer justement avec 2024. Donc là, je remets 2022 par rapport à 2024, où on a quasiment plus de neige en juin 2022. Et donc globalement, donc à l'échelle nationale, donc là les estimations de SUI, donc le Snow Water Equivalent, donc étaient également largement déficitaires, donc les Alpes du Sud et dans différents autres massifs. Comme je l'avais dit tout à l'heure, on l'avait vu avec les données in situ, donc en termes de SUI, on était déficitaire dans les Pyrénées en début de saison, mais donc à la fin de la saison, quasiment tous les massifs étaient marqués par un déficit important de SUI. Alors, pour ce qui est de Sentinel-2, donc on a vu que Sentinel-1, pardon, donc c'est une mission également qui complète la mission optique Sentinel-2, mais on voit que de la neige humide, donc notamment en début de fonte nivale et également quand il y a des épisodes de pluie sur neige. Donc ici, c'est un exemple d'altitude de neige humide, donc à l'échelle d'un massif dans les Alpes du Nord, donc le massif des Grandes Rousses. Et donc, on voit cette altitude, donc on a le graphe qui montre l'altitude de la neige en fonction du temps pour les versants nord. Donc c'est des estimations qui sont calculées à l'échelle de tout le massif. Et donc les différents symboles indiquent en fait l'altitude approximative de la neige. Donc la neige humide dans ce cas, mais ça coïncide avec la neige tout court en début de fonte. Et l'étendue de la flèche en fait indique l'étendue de la neige humide sur la verticale. Et donc ce qu'on voit, donc on a toutes les années disponibles depuis 2016. En rouge, on a la neige en 2022. Et on voit en fait que si en début de saison de fonte, l'année 2022 était comparable en fait en termes d'altitude d'enneigement en début de saison, donc début de fonte, les choses se sont vite accélérées en fait pour 2022 où on a un gradient de fonte de la neige
qui est beaucoup plus rapide en fait que pour les autres années. Et quand on regarde par exemple à début juin, donc ce qu'on vit tout à l'heure, pour ce massif-là, il fallait monter d'à peu près 500 mètres en fait pour trouver de la neige. Par rapport aux années de référence où on avait un enneigement, par exemple en juin, on était à 2500 mètres, on pouvait encore trouver de la neige à 2500 mètres, et bien en 2022, il fallait aller jusqu'à 3200 mètres en moyenne pour trouver de la neige. Donc là, on a vu qu'on pouvait donc étudier donc l'enneigement avec les cartes binaires de neige, avec des estimations d'altitude de neige. On peut aussi le voir avec d'autres diagnostics comme la durée d'enneigement. Donc c'est un exemple est montré ici pour le parc national des Écrins, où on voit en fait la durée moyenne d'enneigement vue par Sentinelle-2 pour 2 années, 2018 où on était déficitaire, on était excédentaire pardon, en neige, donc c'est une année où il y a eu beaucoup de neige, 2018, et 2022. Et donc on voit assez clairement en fait la différence en termes d'enneigement entre les 2 années et le déficit assez fort de l'enneigement en 2022 vu par Sentinelle-2. Donc voilà, donc pour une première synthèse, donc pour 2022, donc il y a eu une conjoncture météorologique assez particulière de 2022, avec un déficit de pluviométrie et des vagues de chaleur qui a profondément marqué la cryosphère des montagnes, donc en particulier le manteau neigeux saisonnier, et aussi les glaciers. Donc on a vu qu'en fait on pouvait utiliser en synergie en fait les données au sol par télédétection optique et radar et également des sorties de modèles et qui montrent tous que le retrait de la neige en 2022 notamment donc, a été beaucoup plus rapide que les autres années. Mais c'est pas les seules conclusions, mais c'est une des conclusions. Ce qu'on a vu également, c'est que il y avait des variations régionales marquées entre les Alpes du Sud qui ont connu un déficit assez grave de stockage et une faute précoce, et donc les Pyrénées et les Alpes du Nord qui, malgré un hiver assez pluvieux, ont connu également des niveaux vraiment records de baisse de l'eau disponible, car ils dépendent assez principalement de la neige saisonnière. Et une deuxième conclusion, donc par rapport à cette présentation, donc c'est que les données satellites in situ modèle donc peuvent être utilisées en synergie, et donc ce sont des sources d'informations pour le suivi de ce type de phénomène et pas que. Un des points forts de ce type de données maintenant, c'est que c'est des données libres, donc il y a de plus en plus de données et de produits qui sont libres d'accès. On dispose également de différents niveaux de produits, donc entre les cartes binaires, les différents diagnostics, les mesures historiques, etc. Donc, ça permet vraiment de faire beaucoup d'études en profondeur. Il y a aussi l'intérêt des diagnostics pour les applications, donc notamment hydrologiques, pour les écologies des systèmes. Donc, j'ai montré quelques exemples dans ma présentation, mais il y a vraiment beaucoup de types de diagnostics utiles, donc notamment tout ce qui est produit de niveau 2 ou 3 sur le nombre de jours d'enneigement, des produits peut-être sur la vitesse de retrait de la neige à l'échelle d'un massif ou à l'échelle d'un bassin versant, les estimations de lignes de neige ou altitude de la neige à l'échelle de massifs ou de bassins versants, les lignes de fonte, donc là c'est la même chose, mais c'est la neige quand elle devient humide, la limite justement de neige sèche, neige humide que l'on peut détecter. Voilà, donc peut-être que l'enjeu pour les utilisateurs, c'est de bien identifier les guichets d'accès aux données, que cette information soit facilement disponible pour les utilisateurs, et aussi qu'il y ait accès aussi à des personnes ressources qui peuvent les renseigner sur la présence et l'utilisation de ce type de diagnostic, ou bien les aiguiller vers des chercheurs qui travaillent sur ces données. Et donc là, je voulais finir ma présentation par voilà, donc demander de ne pas hésiter à nous contacter ou contacter d'autres collègues qui sont sur cette présentation et les présentations qui suivent pour toute question ou toute demande. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Fatima, pour cette présentation. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les
poser sur le chat ou prendre la parole. On n'est pas si nombreux, donc vous pouvez aussi réagir et lever la main pour éventuellement prendre la parole. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Moi, je voulais savoir, au-delà de la qualité de la neige, sur l'humidité, tu nous as dit, est-ce qu'on peut voir aussi, il y a moyen d'avoir accès aux épaisseurs ou d'autres qualités de la neige? Oui, en fait, tu veux dire par Sentinel-1? Bah ouais, par les approches par télédétection, Ouais. Sentinelle-1, Sentinelle-2, Ouais, radar. en fait, ça reste quand même assez, comment dire, assez limité, ce qu'on peut vraiment obtenir par satellite. Donc on peut savoir quand la neige est humide. On n'a pas une information directe sur la teneur en eau liquide de la neige, donc ni sur quelle est la couche qui est concernée par la neige humide, parce que on sait juste que voilà, donc on détecte la neige sur le pixel concerné. Par contre, ce qu'on peut arriver à faire dans les années à venir, c'est la fusion de ces données avec des modèles de neige qui nous, via les processus d'assimilation de données, où l'on peut finalement estimer des paramètres atmosphériques et de surface du sol et des simulations du manteau neigeux que l'on corrige avec les observations satellites, qu'elles soient optiques ou radar. Et en faisant cela, on peut avoir plus confiance finalement dans les simulations de l'enneigement et par la suite accéder en fait à des propriétés du manteau neigeux, donc notamment la teneur en eau liquide, la densité des grains, la température, etc. Donc c'est vraiment la fusion entre observation de satellites et modèles, donc notamment Crocus, sur lesquels on travaille actuellement, qui nous permet d'accéder à plus d'informations sur le manteau neigeux. D'accord, il y a un beau potentiel. Ouais, c'est-à-dire que là, on a des études en cours, par exemple, pour avoir des estimations ensemblistes du manteau neigeux, dans lequel on a intégré des tas d'incertitudes sur l'atmosphère, sur le sol, sur les paramètres, les paramètres du manteau neigeux lui-même, donc à la fois en termes de forçage et paramétrisation physique, pour avoir un ensemble de simulations du manteau neigeux. Et avec ces simulations-là, on vient assimiler, en fait, à des dates précises, une étendue de neige humide, ou bien une étendue de neige optique tout court. Et en fait, par ce processus d'assimilation, on va sélectionner les ensembles qui sont cohérents avec l'observation. Et ça a permis de réduire, en fait, donc déjà prendre en compte les incertitudes qu'on a sur l'atmosphère et sur le manteau neigeux, et de réduire ces incertitudes en assimilant l'observation satellite. Des questions? Je réagis pas beaucoup ce matin. Juste savoir aussi, quand j'ai la main et que j'ai la parole, euh, les bulletins de risque avalanche, est-ce qu'ils se basent déjà sur ces produits-là ou pour l'instant c'est que des observations de terrain, etc. Ouais, non, pour le moment, ils sont basés sur les sorties de modèles, sur des observations in situ, sur des relevés terrain. Donc, c'est indépendant pour le moment de l'observation satellite. Mais il est question, dans un futur, j'espère pas trop lointain, d'intégrer finalement peut-être des estimations satellites, notamment l'altitude de la neige estimée à l'échelle des massifs, puisque c'est des bulletins à l'échelle des massifs. Avoir une information sur l'altitude de la neige à l'échelle des massifs pour les versants nord et sud, et peut-être pour d'autres orientations, qui pourraient peut-être alimenter à terme ces bulletins. Mais pour le moment, c'est indépendant des données satellites. Enfin, en tout cas, les produits qu'on a présentés ici. Bon, merci beaucoup Fatima. Merci. Merci. On va passer à la présentation de Michel Lepage sur la sécheresse agronomique, donc le bilan des suivis de l'eau dans les sols et l'impact sur le développement de la végétation. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Je vais donc faire cette présentation sur la sécheresse agronomique, sécheresse agricole, plutôt en Méditerranée que spécifiquement en Occitanie. Mais, on verra que les techniques s'appliquent partout en fait. Alors la sécheresse, c'est un phénomène qui a toujours existé. Donc on voit ici Hérodote, 5 siècles avant notre ère, qui cite
7 ans de sécheresse à Terra, qui parle de la sécheresse dans le Nil, en Égypte, si le Nil ne s'élève pas suffisamment, en Grèce, s'il ne pleut pas suffisamment. Et bien sûr, quand on a une sécheresse, la Pythie demande d'apaiser Jupiter en faisant quelques sacrifices et des prières. Donc voilà, c'est pas vraiment quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose de nouveau un petit peu pour les scientifiques, parce que c'est pas avant Palmer, en 1965, qu'on a une vraie définition scientifique de ce phénomène. Donc lui, il propose comme définition une période prolongée et anormale d'un déficit d'humidité. Une définition que je trouve assez intéressante, parce que ça montre que ça fait partie de la variabilité climatique. C'est un état anormal, donc qui va dévier de la moyenne. Que ce n'est pas un état permanent, qui serait l'aridité, et que ce n'est pas non plus un état court, qui serait plutôt le stress hydrique. Donc ça nous cale un petit peu pour faire nos études. Et aussi, ce que tout le monde sait aujourd'hui, c'est qu'on va vers plus de sécheresse, mais aussi plus d'aridité. Alors c'est important parce que c'est pas exactement la même chose. Donc plus de sécheresse, c'est ce que nous montrent les modèles. Donc à gauche, en termes d'indicateurs de sécheresse pluviométrique, plus on aura d'augmentation de température, plus les modèles sont d'accord pour dire qu'on aura plus d'événements de sécheresse. Donc, c'est les zones orange et rouge en sécheresse à 6 mois et sécheresse à 48 mois. Et sur la droite, vous voyez une étude de Beck en 2018 qui utilise la classification des climats de Köppen. Et je montre ici le climat de Toulouse, qui est aujourd'hui classé CFA. Donc c'est un climat tempéré, saison sèche, été chaud, et qui irait vers un climat BSK, un climat semi-aride à la fin du siècle. Donc BSK, aujourd'hui, pour vous situer, c'est grosso modo le sud de l'Espagne, les régions semi-arides du Mexique, d'Arizona et tout ça. Alors les mécanismes de la sécheresse et la propagation, ça va toujours commencer par une anomalie de précipitation, éventuellement des anomalies de température aussi, donc des canicules, qui vont déclencher une sécheresse météorologique. Cette sécheresse météorologique va entraîner un déficit de l'eau dans le sol qui va déclencher une sécheresse agricole. Éventuellement, ça peut aller jusqu'à une baisse des écoulements et de la recharge des eaux souterraines. Et tout ça aura des impacts socio-économiques plus ou moins importants en fonction de la magnitude de la sécheresse. Alors en termes d'indicateurs, on va trouver cette propagation un peu sous cette forme-là, avec un délai entre la sécheresse météorologique et la sécheresse hydrologique. Alors on caractérise la sécheresse avec une théorie assez ancienne, qui a été proposée par Yevchevich en 1967. C'est l'étude du cycle de la sécheresse, où on a deux seuils principalement. On a un indicateur ou des indicateurs sur lequel on va utiliser des seuils. Un seuil X0 qui est le seuil de déclenchement et un seuil X1 qui va permettre de déterminer la durée de la sécheresse. En général, pour simplifier, on place X1 à 0 et le seuil X0 en fonction de la sécheresse qu'on va vouloir déterminer, une sécheresse intense, médiane, etc. Et après, à partir de ces seuils-là, on va pouvoir déterminer une date de départ, de fin de la sécheresse, la magnitude qui serait l'intégration de ce déficit, et la sévérité qui serait grosso modo le maximum atteint par cet indicateur. Une autre notion importante, c'est le délai entre les indicateurs, donc le lag en anglais, qu'il peut y avoir entre un indicateur pluviométrique, d'humidité du sol, de végétation. Voilà. Maintenant, passons aux observations satellites. On connaît tous ce schéma du cycle de l'eau. En fait, ce qu'on fait habituellement, c'est que ce cycle de l'eau, on a de quantifier les différents flux de précipitation, neige, évapotranspiration, écoulement, etc. et les différents états, le couvert neigeux, le contenu en eau du sol, des barrages, des aquifères, l'état des plantes. Avec une approche data, on va enlever toutes ces connexions en fait,
qui sont complexes, extrêmement complexes, qu'on a du mal à suivre. Et on va essayer de chercher des relations entre les données. Alors, les observations satellites vont venir nous aider ici, parce que ce sont des observations directes ou parfois indirectes, parce qu'on va faire intervenir des modèles pour transformer la donnée satellite, qui est distante, pour obtenir certains de ces flux ou certains de ces états. Alors, comme a montré Fatima tout à l'heure, on a tout un tas de satellites qui tournent autour de notre planète aujourd'hui, qui vont permettre de regarder ça. Donc on a des satellites qui vont de type MODIS et Sentinel-3 qui vont nous permettre de regarder la végétation et l'humidité du sol. On a la constellation GPM qui va nous donner des indications sur la pluviométrie. On a des satellites radar actifs ou passifs qui vont nous donner des informations sur l'humidité du sol, du type DASCAT, SMOS et SMAP. On a même une paire de satellites qui s'appelle GRACE qui nous donne une indication sur la teneur en eau dans l'aquifère. Et récemment, on a une mission qui s'appelle SWAT qui vient d'être lancée, qui va nous donner des indications sur la hauteur d'eau dans les cours d'eau et les barrages. Donc voilà, on a tout un tas de choses qui vont nous permettre de regarder ça, et à partir de ça, on va dériver des indicateurs. En général, ce sont des indicateurs normalisés dans le temps de la situation actuelle par rapport à ce qu'on avait dans le passé. Je passe ça rapidement. Malgré tout, on a quelques difficultés à utiliser toutes ces données. C'est que on a plusieurs longueurs d'onde, on a plusieurs résolutions spatiales, on a plusieurs résolutions spectrales. Donc, à un moment, quand on va vouloir utiliser ces indicateurs, il va falloir essayer d'être cohérent dans toutes ces observations pour avoir des séries temporelles qui nous permettent d'analyser ces anomalies. Voilà, donc aujourd'hui, il est quand même plus facile d'utiliser des moyennes résolutions pour avoir une observation sur du long terme. Donc, moyenne résolution va être autour de 100 mètres à 1 km. Une seconde difficulté, donc, c'est la profondeur temporelle de ces observations. Alors, vous voyez, ce graphe s'arrête en 2012, puisque après, on commence à avoir beaucoup de satellites, notamment grâce aux missions spatiales Copernicus de l'Agence spatiale européenne, mais aussi d'autres pays. Et on voit bien que plus on retourne en arrière, et moins on a d'observations, surtout en haute résolution. Voilà, donc un peu les deux difficultés auxquelles on sera confronté pour chercher des anomalies à partir des observations satellites. Alors je vais maintenant vous montrer des exemples d'applications de la télédétection spatiale pour l'évaluation de la sécheresse autour de la Méditerranée. Et en fait, surtout au sud de la Méditerranée, puisque c'est là que j'ai travaillé sur ces dernières années. Alors, un peu pour vous montrer les indicateurs qu'on va utiliser, on a des indicateurs d'état, donc c'est au moment du passage du satellite, qui vont nous donner une information sur l'état de la végétation, du sol, de la neige, comme on a vu tout à l'heure. Donc, c'est des indicateurs du type des indices normalisés, comme cet indice normalisé de végétation, qui va utiliser la réflectance rouge et proche infrarouge. Ici, on a un autre indicateur qui s'appelle le Soil Water Index, qui est aussi un indice normalisé en fonction de la rétrodiffusion radar. Et donc, il va prendre en compte cette rétrodiffusion radar en fonction des dernières images obtenues, des dernières images de backscatterings obtenues. Et donc, voilà, cet indice normalisé. À partir de ça, on va dériver des indicateurs relativement simples, mais qui sont, disons, invariables dans le temps, comme cet indicateur de végétation, Vegetation Anomaly Index, qui est simplement une façon de normaliser ces données-là. Et le M, c'est pour Moisture Anomaly Index, qui va nous donner donc une indication d'anomalie d'humidité dans le sol. Alors on voit que sur cette étude de Sribi et al. En Tunisie,
avec l'utilisation des données MODIS sur une quinzaine d'années, ben, on obtient des périodes basses et hautes de la végétation. Voilà. Cet indice, ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ces indices sont calculés pour chaque mois. Donc voilà. Et ce que montre aussi cet article de Amri et al. En 2012, c'est que finalement, ça colle assez bien avec des observations classiques, comme ici, la formation de précipitation qui est contenue dans l'indice SPI. Donc ça colle très bien. Ici, on voit pour ce mois de février sur une dizaine d'années, sur une vingtaine d'années. Donc on est assez confiant sur ces données, surtout quand on va les synthétiser au pas de temps mensuel. Et donc on peut travailler sur l'intérêt aussi, c'est de travailler sur de grandes étendues, comme ici tout le sud de la Méditerranée, où on va pouvoir obtenir des indicateurs d'anomalies de précipitation à partir de satellites d'observation de la précipitation, ici la constellation, les satellites TRIM, TRMM, et un indicateur d'humidité du sol, ici SMI, calculé à partir des données de l'ESA. Donc, l'intérêt ici, bien sûr, c'est de pouvoir faire de grandes cartographies d'anomalies de l'humidité du sol et de la précipitation, et comme vous pouvez le voir, qui sont assez cohérents. Un peu la même chose ici au Maroc. On va combiner un indice de précipitation avec un indice de végétation, et on voit également une certaine cohérence, mais peut-être un petit décalage temporel, qui sera ensuite, on verra, assez intéressant. Alors sur une étude récente avec Kadour, on s'est intéressé à regarder un peu plus en détail ce développement de la sécheresse en faisant non seulement comme je vous ai montré au début, le début et la fin de la sécheresse, mais aussi toutes les phases intermédiaires à une sécheresse. Donc une phase de mise en place de la sécheresse, une phase de pic de sécheresse, des phases intermédiaires, et une phase de recovery, de finalisation de la sécheresse, donc pour arriver à la fin d'une période de sécheresse. Et aussi la combinaison de deux événements de sécheresse s'il y a une petite interruption. Donc une technique aussi qu'on appelait le pooling. Donc en fait, on peut avoir par ces méthodes-là une combinaison de plusieurs périodes avec les différentes phases de sécheresse. Donc c'est ce qui est montré ici en faisant varier les seuils X0 et X1 sur 4 indicateurs de sécheresse entre la période 2006 et 2008. Donc effectivement, si ces seuils-là sont plutôt bas, on va considérer qu'on a eu des périodes de sécheresse très courtes, alors que si on a des facteurs plus élevés de sécheresse, des seuils plus élevés de sécheresse, on pourra déclarer une sécheresse plus longue. Donc on voit aussi qu'en termes d'analyse de la sécheresse, ces deux seuils sont très importants, parce que ça ne donnera vraiment pas du tout la même chose en termes de durée de la sécheresse. Alors, maintenant, en termes d'impact. Donc, on a vu qu'est-ce qui d'impact sur le secteur agricole. On a vu qu'on pouvait analyser ces indicateurs-là. Maintenant, comment est-ce que ça impacte les rendements agricoles? Alors, si je montre cette étude de Bourras et al. Au Maroc, qui va utiliser 4 indicateurs, l'indice foliaire, un indice sur la transpiration des plantes, un indice sur l'évaporation du sol et un indice sur l'évapotranspiration.
de la végétation. En fait, on se rend compte que chaque indicateur a un impact différent à chaque époque de la saison agricole. Le LAI et la transpiration auront un impact important en fin de saison. L'évaporation, donc l'humidité du sol, aura un impact important en début de saison. Et l'évapotranspiration aura un impact important sur tout le cours de la saison. Donc on peut utiliser aussi des indicateurs sur ces choses-là pour nous donner un impact différencié sur le rendement tout au cours de la saison. Alors une autre approche, c'est l'idée d'anticiper la sécheresse en utilisant les trajectoires de différents indicateurs. Et donc rechercher des trajectoires analogues dans les longues séries temporelles pour, d'une certaine façon, prédire une sécheresse qui s'annonce. Alors en fait, sur les études de corrélation temporelle, on voit que, entre les indicateurs, on voit qu'on a une persistance des indicateurs de la sécheresse qui peut aller jusqu'à 4 mois, ici sur la gauche. Et en fait, cette corrélation laguée qui va jusqu'à 4 mois peut être utilisée ensuite pour dire qu'on peut utiliser la combinaison des indicateurs pour estimer des trajectoires analogues. Et donc en fait, sur cette étude sur le nord de l'Afrique, on a pu dire qu'on pouvait anticiper une sécheresse sur environ 2 à 3 mois, ce qui est important en termes de prévision des rendements agricoles. Michel, il te reste 1 à 2 minutes. Ouais, merci, j'ai terminé. Et finalement, une application en ligne qui reprend un peu ces idées, il y en a 2, mais c'est la même chose. En fait, l'une s'appelle MEDI, Mediterranean Drought Index, et une autre version pour la France Drought Index, qui sont disponibles à ces adresses-là. On vient de les mettre en place, donc c'est encore un peu buggé pour le moment, parce qu'on vient de les transférer. Mais voilà, elles sont fonctionnelles. Voilà. Merci de votre attention. J'ai terminé. Ok, super, merci. Désolé d'avoir interrompu. Pas de souci. Y a-t-il des questions dans la salle? On est une trentaine de personnes. J'ai vu un pic à 40 tout à l'heure. Des réactions, des questions? Je voulais savoir, ce système MEDI, en fait, ça répond à quelle échelle, en fait, est-ce que là j'ai vu une carte globale, est-ce qu'il y a des informations qui sont un peu plus régionales ou voire à la parcelle, etc. Ouais, alors on descend en fait, on peut cliquer sur cette carte globale et sortir les indicateurs donc annuels, donc la situation du mois en cours par rapport au mois précédent et la visualisation de l'année en cours ou des années passées, bien sûr. Donc au niveau des départements ou des régions. D'accord. Je vois qu'il y a une réaction ou une question de Fatima. Peut-être Oui. que tu reprends la Oui, parole. merci beaucoup. Juste une petite question par rapport à donc là, tu as montré les indices, sur lesquels vous vous basez pour, donc à la fois pour l'optique et le radar. Donc, c'est globalement à une échelle, de 100 mètres au kilométrique. Est-ce qu'il est envisageable, justement, de reproduire ce type de diagnostic avec des résolutions basses, donc en cherchant, l'équivalent en bande C de ASCAT et puis les données optiques à basse résolution? Est-ce que c'est utile de faire ça ou est-ce qu'il y a
un trade-off à faire entre le gain en résolution et peut-être le bruit que ça peut introduire. Voilà. Ouais, bah, c'est vrai que c'est toujours une question en fait sur le choix de la résolution, de l'adéquation de la résolution. Euh, pour moi, hein, c'est personnel. La sécheresse, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui arrive en très haute résolution. Ça concerne quand même des départements, des régions complètes, voire des pays. Donc, je pense que c'est pertinent de passer à des résolutions plutôt faibles, en fait. Euh, Lors de 250 mètres, 500 mètres, 1 km, ça me paraît des résolutions adéquates. Après, sur le radar, c'est vrai que sur ASCAT, on a des résolutions d'une vingtaine de kilomètres, donc ça, c'est pas super, et ce serait mieux d'avoir des meilleures résolutions. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, Fatima. Non, non, c'était par curiosité en fait sur ce phénomène-là, et puis justement ce qui est nécessaire en termes de résolution par rapport aux problèmes que l'on étudie. Donc, voilà, donc après, voilà, donc si la cible c'est 250 mètres à 100 mètres, donc après, pour revenir aux données radar, donc là il y a du Sentinel-1, mais il y a peut-être moyen de le dégrader pour en faire des observations à des centaines de mètres ou à une information kilométrique. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous Bah, envisagez en fait, de faire. Ouais. ouais, en fait, on a des. Moi, je recherche toujours la profondeur temporelle. C'est vrai que sur ASCAT, les données commencent en 2007. Sur Sentinel-1, on est en 2015. Mm. Donc, oui, ouais, voilà. Et après, il y a peut-être moyen enfin, bon, après, je pense qu'on va sortir de l'objet de webinaire, mais peut-être ce qui peut être intéressant, c'est de faire coïncider ASCAT et Sentinel-1 sur les séries temporelles, hein, donc avec un traitement adéquat pour garantir qu'on a le même niveau de signal donc temporellement, et peut-être l'utiliser pour accroître la résolution au niveau des données optiques, en fait. Ouais, c'est un peu l'idée du produit ESA CCI Mm. sur le Soil Motion, où ils vont combiner des données. Au début, il y en a très peu, dans les années 80-90, et après, plus ça va, plus il y en a, bien sûr. Et donc, les travaux réalisés vont dans ce sens, hein, c'est rendre les observations cohérentes entre elles, sur la résolution et dans le temps. Mm. Merci. Est-ce qu'il y a une question de Théodolina qui veut prendre la parole? Oui, bonjour, merci pour cette présentation. J'avais juste une toute petite question par rapport à la slide que vous avez présentée, le comportement des 4 indices en fonction pour les cultures de céréales. Et je voulais juste savoir si vous avez eu l'occasion de regarder un peu plus dans le détail, à savoir est-ce qu'un type de céréale, est-ce que cette corrélation est vraie selon le type de céréale en fait? Ou est-ce que ça change, ou est-ce que c'est pas intéressant, voilà. Non, si, c'est certainement intéressant, mais aux résolutions auxquelles je travaille, non, j'ai pas cette possibilité. Alors, après, donc, il faut passer à des meilleures résolutions spatiales du type Sentinel-2. Et là, bien sûr, on va avoir, chaque céréale va avoir sa petite vie, hein, un riz, un maïs, un blé, ça ne marche pas de la même façon. Ok, bah merci. Merci. Ben, merci beaucoup, Michel. Je vois pas d'autres questions, et votre temps aussi il se tourne, donc merci encore. Et on va passer à la prochaine présentation qui sera faite par Florian de Boissieu.
donc sur le package FORDED qui permet de détecter les anomalies de végétation à partir d'images Sentinel-2. Alors, moi, je vais vous présenter du coup plutôt un outil dans le cadre de ce webinaire, un outil qui a été utilisé pour la détection d'anomalies de végétation, notamment d'attaques de scolytes dans le nord-est, et qui est en train d'être étendu à l'ensemble de la France petit à petit, pour différentes problématiques sylvosanitaires. Donc, dans les auteurs, là, moi, je suis Florian de Boissieu de cette présentation, mais c'est un travail en collaboration dont Jean-Baptiste Ferré est peut-être le principal chef de projet, et qui se fait également en collaboration avec le DSF du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, et Jean-Baptiste Doridan, notamment de l'ONF. Donc le contexte du développement en fait de ce package, c'était le nombre de problèmes sylvosanitaires, et notamment dans les forêts françaises induits et amplifiés par le réchauffement climatique, ce qui a été le cas des problématiques vis-à-vis des attaques de scolytes. Donc un accroissement des sécheresses en fréquence et en intensité, et puis plusieurs années de sécheresse consécutives, qui ont engendré des surmortalités et des vulnérabilités dans les massifs forestiers. Et donc, notamment, il y a eu une crise sylvosanitaire qui est arrivée, il me semble, du sud, qui a progressivement atteint la France, et notamment les sapinières du nord-est de la France, avec notamment le développement en fait de scolytes coléoptères, qui étaient des insectes endémiques, mais qui se sont développés en masse lors des épisodes de sécheresse. Et donc, il y a eu un besoin de mettre en place un système de suivi opérationnel, notamment pour quantifier les surfaces et les volumes de bois touchés, et puis pour faciliter le travail des observateurs sur le terrain, en particulier les agents de DSF et de l'ONF, et essayer d'arriver à une détection précoce en fait de ces épisodes d'attaque pour pouvoir développer des traitements sur le terrain pour éviter la propagation de ce type de crise, quoi. Donc, il y a une méthode qui a été développée depuis 2020, 2019 ou 2020. Et donc, la première étape, ça a été de trouver les symptômes les plus pertinents et d'identifier sur les séries temporelles Sentinel-2 comment on pouvait justement retrouver ces symptômes. Donc, le symptôme le plus évident était un stress hydrique, enfin un stress de la teneur en eau de la végétation, donc ce qu'on appelle le WT, Equivalent Water Thickness, donc qui a été identifié dans la littérature, notamment parce que une des conséquences des attaques de scolytes, c'est justement l'assèchement en fait de la canopée en fait. Et donc cette Equivalent Water Thickness, elle peut pas être détectée directement. Par contre, on peut la détecter par un proxy qui a été justement identifié au moment du développement de cette méthode, le CR-SWIR, donc qui est Continuum Removal SWIR pour Shortwave Infrared, donc proche infrarouge. Et donc on peut voir là sur la gauche la relation en fait qu'on a entre l'Equivalent Water Thickness et le CR-SWIR, qui est assez précise. Voilà. Et là, je suis désolé, mais on voit pas le schéma du milieu qui s'affiche mal. Mais voilà, l'équivalent, enfin le CR-SWIR se calcule en fait par un rapport entre la bande 11 de Sentinel-2 et la bande le continuum removal entre la bande 12 et la bande 8. Voilà.
Donc la méthode qui a été développée, elle s'est basée tout d'abord sur la modélisation en fait harmonique, euh, la modélisation harmonique d'un indice de végétation, donc en l'occurrence le CR-SWIR, et la comparaison ensuite entre la prédiction de cet indice et un seuil de détection qu'on a fixé lors des études justement préliminaires. Donc l'algorithme en lui-même, il est assez simple et consiste à calculer l'indice de végétation et les masques associés pour enlever notamment les indices, enfin les images qui ont plutôt les pixels qui ont des nuages. Voilà, et ensuite modéliser le comportement harmonique à partir du pixel. Donc quand je parle de pixels, c'est qu'on a une série temporelle en fait de l'ensemble des valeurs du pixel au cours du temps. Donc la modélisation harmonique du comportement justement de l'indice au niveau saisonnier, et puis la détection des anomalies vis-à-vis du seuil de détection, quoi. Et à cela s'ajoute ensuite une identification en fait du dépérissement et du stress hydrique, donc ce qu'on a appelé dépérissement, enfin là où on a effectué la détection réelle du dépérissement, c'est lorsqu'on a observé plusieurs anomalies successives. Donc en l'occurrence, on a mis une limite à 3, notamment pour essayer d'éviter les fausses détections dues à une mauvaise correction atmosphérique ou des résidus de nuages sur les images. Et enfin, le stress hydrique, lui, a été déterminé lorsqu'il y a eu un retour à la normale, de l'indice de végétation, donc en dessous du seuil de détection. Donc là, on peut voir sur la figure en haut à droite que en bleu, il y a les points d'entraînement du modèle qui permettent de déterminer le modèle harmonique. En vert, les points de prédiction, les observations. La ligne bleue, c'est la prédiction, et la ligne en pointillé, c'est le seuil de détection. Et on voit que sur ce cas particulier, ce pixel en particulier, on a observé une période de stress en juillet 2018, et puis un assèchement en fait de la canopée en juillet 2019 qui conduit certainement à un dépérissement. Donc il y a eu une validation qui a été faite en 2021 sur la crise des scolites pour évaluer justement les performances de ce système de détection. Donc on a évalué avec un coefficient de kappa donc de 0,87%, la bonne détection en fait des différents stades de la crise, quoi. Également, ce qui nous a intéressé, c'était la détection précoce, et donc là, on a pu observer également une bonne détection précoce en fait du stade vert, qui est du stade scolité vert, qui est un stade où la canopée est encore verte, mais l'attaque a déjà commencé, quoi. Et ensuite, elle passe à un stade rouge qui est le début de l'assèchement de la canopée, et stade gris où l'assèchement est complètement a eu complètement lieu, quoi. Voilà. Donc, suite à ces travaux de développement de la méthode et de son évaluation, il y a eu l'intégration dans un package qui s'appelle le package for dead, notamment pour pouvoir passer à une échelle plus importante que celle locale. Donc, notamment avec l'ajout de masques de forêt, au départ de la BD forêt, puis actuellement on se tourne plutôt vers
la couche d'occupation du sol fournie par TIA. Une détection des sols nus pour effectuer un critère d'arrêt de la détection des anomalies de végétation, d'indices de végétation, le développement d'un indice de confiance ou indice d'intensité qui permet de classer en fait la crise soit en crise faible, soit sévère. Voilà. Et puis une synthèse des résultats, donc notamment un bilan mensuel au format vecteur pour pouvoir diffuser ces données-là au niveau des acteurs publics, donc notamment de l'ONF et du DSF. Et puis des outils de visualisation et de validation pour pouvoir évaluer ou plutôt se focaliser sur des points ou des régions d'intérêt. Et enfin, de la documentation de ce package-là et une extension en données S2 en ligne. Donc ça, c'est toujours plutôt en cours. Et tout ça en vue de passer à une grande échelle et d'effectuer de la production. Donc pour vous donner quelques illustrations, je vais essayer de passer donc sur le pardon. Donc je vais essayer de passer si j'y arrive. Voilà, bon, je reprendrai la présentation plus tard. Donc voilà l'état actuel du package. Donc on a une documentation donc qui est en ligne, qui est disponible. Et voilà le type de produit qu'on peut sortir au niveau de la détection, donc notamment qui déterminent les périodes de détection, de première détection en fait des épisodes d'assèchement de la canopée, notamment l'indice de confiance dont je vous parlais, qui correspond à mon sens plus à un indice d'intensité en fait. Et voilà les outils de visualisation, donc notamment qui permet de voir les séries temporelles sur des points particuliers et de pouvoir visualiser la série temporelle et pouvoir analyser ça visuellement. Donc voilà où on en est. Donc je reprends le PowerPoint. Donc là, je pense que vous voyez de nouveau le PowerPoint. Oui. Voilà, donc je vais finir donc avec les travaux en cours et les perspectives. Donc il y a une production qui s'est effectuée pour l'instant au départ essentiellement sur le nord-est, comme je vous disais, pour étudier la crise des scolytes. Donc ça qui a été effectué depuis 2021. La production a été étendue en 2023 au sud, notamment sous la tutelle de l'ONF et du DSF, qui ont commencé à utiliser justement un paramétrage différent avec un masque notamment de forêt différent de celui utilisé auparavant, et qui visait à élargir la validation à d'autres milieux et à étudier d'autres problématiques sanitaires, notamment sylvosanitaires, notamment sur le pin, le chêne et d'autres espèces d'arbres. Voilà, il y a une diversification des données d'entrée et d'algorithmes qui est en vue. Et surtout, il y a une systématisation de la production qui est en cours de développement, notamment sur l'infrastructure du CDS-TIA pour mettre à disposition l'ensemble des résultats sur la plateforme et de manière pratique, enfin ergonomique pour une utilisation par différents acteurs. Et donc, cette systématisation de la production va également avec un redéveloppement du package for dead avec une version 2, notamment pour l'optimisation, la simplification et l'utilisation de nouveaux standards de catalogue pour l'utilisation en ligne et notamment la visualisation des données directement
par exemple sur des logiciels comme QGIS pour la visualisation de tout ça chacun. Voilà. Et donc, il y a une production nationale qui est prévue en temps réel, c'est-à-dire actualisée au fur et à mesure de l'apparition des images à partir de 2026. Donc, voilà pour ma présentation. J'attends vos questions si vous en avez. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Florian. Donc, il n'y a pas encore de questions, mais moi, j'en ai déjà préparé, bien entendu. Par rapport justement au package, là, est-ce qu'il y a un intérêt de prendre la main dessus? Est-ce que c'est facile de la utiliser? Puis quelles données d'entrée ont besoin les utilisateurs? Alors actuellement, pour la première partie de ta question, donc comme je disais, le package for Dead est en refonte actuellement. Ouais. Donc on espère sortir une version 2 d'ici le début de l'année prochaine. Donc je dirais que c'est peut-être pas le moment d'engager une utilisation sur la version 1 car il y a quelques aspects qui vont changer. Mais l'objectif est justement de le rendre plus ergonomique et plus pratique d'utilisation, bien que actuellement sur le guide technique, il y a déjà dans la documentation, il y a déjà des tutoriels bien détaillés et des exemples explicites, complets en fait sur l'utilisation du package qui sont déjà utilisables. L'utilisation est assez simple dans le sens où, comme vous avez pu voir, il n'y a pas beaucoup d'étapes de traitement. Et actuellement, tout est fait pour être complètement intégré dans le sens où on peut utiliser une fonction de processing au début qui va prendre en entrée les données Sentinel-2 TIA, actuellement Sentinel-2 TIA ou Sentinel-2 également Copernicus, mais des données qui sont pré-téléchargées. Et la version 2 vise à s'affranchir de ça, dans le sens où on pourra processer les données directement sans avoir les pré-téléchargées. Elles seront téléchargées uniquement sur les zones d'intérêt, et puis un traitement sera fait à l'échelle nationale pour avoir justement une vision globale et ne pas avoir besoin de télécharger l'ensemble des données nécessaires à l'application de la méthode for Dead. Voilà, je ne sais pas si ça répond à... Si, merci, ouais. Et je voulais savoir, parce que tu nous as dit qu'en 2026, tout serait mis en production. Est-ce qu'il y aura un autre retour en arrière? Est-ce que là, pour l'instant, vous démarrez en 2019, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui. Quand je parle de production de 2021, 2023 et la plateforme en 2026, en fait, on traite en permanence, en fait, on traite l'ensemble de la série temporelle qui est disponible. Donc, à partir du moment où on a où on a une forêt saine pour quand même calculer le modèle harmonique sur lequel on va se baser pour détecter les anomalies. Donc, pour la partie, par exemple, du nord-est, une bonne partie des forêts qu'on a étudiées étaient saines en 2016. Et donc, la série temporelle commence en 2016. Pour d'autres parties, il me semble que la série temporelle commence en 2018, qui est peut-être la partie où la forêt est mature, mais pas encore atteinte par des problèmes silvosanitaires. D'accord, donc la calibration se fait sur l'historique, mais est-ce que c'est exactement le même peuplement qu'on regarde ou alors le même type de peuplement? Est-ce que c'est la même nomenclature ou c'est on regarde les pixels, l'historique des pixels en amont et pour pouvoir programmer le risque? Oui, actuellement on utilise les 2 premières années de la série temporelle, donc elle commence en 2016 ou en 2018. On utilise les 2 premières années de la série temporelle pour faire le calcul du modèle harmonique. Donc, à cette période-là, le peuplement est estimé comme 5.
Et donc cette détection, elle se fait, elle a la particularité de se faire donc pour chaque pixel, donc ce qu'on appelle pixel based, et de manière indépendante pour chaque pixel. Donc l'intérêt justement d'utiliser un modèle harmonique, c'est qu'on va pouvoir avoir une saisonnalité qui est différente d'un pixel à un autre, donc d'un peuplement ou d'une région à une autre, quoi. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on pense que l'extension à d'autres types de peuplements va être possible, et d'autres problèmes et à la détection d'autres problèmes sylvosanitaires également. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si la forêt est déjà impactée avant le début de la série temporaire, donc avant 2016, est-ce que donc on peut pas regarder ce qui se passe, quoi. Avant 2016, non, pour l'instant, on se base sur les données Sentinel-2. Il est également envisagé de diversifier, donc peut-être avec des données Landsat un peu plus anciennes. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas étudié ce cas en particulier des données avant 2016. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois pas des questions particulières. Ah, Michel Lepage, s'il veut bien prendre. Oui, merci. Merci pour la présentation. Une question justement sur le modèle harmonique. Pourquoi le choix de l'harmonique et quel est l'intérêt de passer par une harmonique? Merci. Alors, le choix du modèle harmonique, il est principalement là pour justement pas avoir, enfin, comment dire, pour prendre en compte en fait un effet saisonnier qui va être dépendant de la localisation en fait de pixels étudiés. Peut-être que j'aurais pu repartager en fait les différents exemples. Bon, là j'ai pas d'exemple sous la main, mais on a remarqué que en fait les comportements saisonniers étaient quand même assez différents, même dans une même région, dans un même peuplement, d'un pixel à un autre, notamment parce qu'il y a des effets justement de microclimat, des effets également de terrain, de différents facteurs en fait qui vont faire que on va pas avoir exactement le même comportement de la teneur en eau, enfin de la canopée, de la teneur en eau de la canopée sur la saison. Voilà, je sais pas si ça répond à la question. En fait, il y a d'autres travaux qui sont effectués, par exemple, ou qui ont été effectués avec des algorithmes de classification. Et une des problématiques avec les algorithmes de classification, c'est que justement, on est dépendant en fait de la base d'apprentissage, donc de la labellisation en fait des pixels d'apprentissage, tandis que là, on est plus, ça permet d'avoir un apprentissage entre guillemets non supervisé d'une classification non supervisée en fait des anomalies, quoi. Alors, je sais pas si ça répond à la question. Si, merci. Un grand merci Florian. On va passer à la dernière présentation de Maxime Soma, qui va porter sur la cartographie de l'état hydrique des couverts forestiers et des surfaces brûlées. Super. Donc bonjour à tous. Donc je suis Maxime Soma, je travaille à l'UMR Recover à Aix-en-Provence, qui est une unité INRAE du centre PACA. Je vais vous présenter les résultats préliminaires du projet Smarties, donc qui cherche à développer des méthodes pour le suivi du stress hydrique et des surfaces brûlées dans les couverts forestiers méditerranéens. Donc vous verrez que c'est un projet qui fait un peu suite aux résultats de FORDED. Donc vous trouverez des similarités avec la présentation de Florian. Donc le contexte, au risque d'enfoncer des portes ouvertes, donc la sécheresse affecte la teneur en eau
des feuilles dans les couverts forestiers, ce qui évidemment augmente le potentiel combustible du matériel végétal, d'où le fait qu'on ait des feux plus intenses et plus fréquents sur ces périodes-là, ce qui risque de s'aggraver à l'avenir. Donc vous pouvez voir sur le graphe un peu les changements de potentiel hydrique sur du chêne kermès et du romarin. Également des fois de la mortalité avec des descentes de cimes. Donc les enjeux, c'est que ces teneurs en eau du combustible, le lien, il n'est pas encore explicitement fait quantitativement avec le feu, pour la bonne raison qu'il y a assez peu de données qui croisent de façon spatio-temporelle l'état hydrique avec l'occurrence des feux. Donc on n'a pas toujours le lien là où il y a un feu avec des mesures d'état hydrique précédentes. Donc l'idée, c'est d'utiliser la télédétection pour, sur les zones où il y a des feux, pouvoir un peu remonter l'historique de l'état hydrique sur ces pixels-là. Donc on travaille à l'échelle du pixel, et donc on cherche à développer à la fois des indices, tester les indices existants pour l'instant, et également des méthodes pour bâtir ces fameuses bases de données qui chercheraient à lier un petit peu le stress hydrique avec l'occurrence des feux. Donc le premier axe du projet, il se focalise sur l'état hydrique des couverts forestiers. Donc comme FORDED, on va utiliser le satellite Sentinel-2, donc avec une résolution spatiale autour de 20 mètres, une revisite de 5 jours, donc des bandes notamment dans le SWIR, qui est la bande théoriquement la plus sensible à la teneur en eau de la végétation. Donc quelques graphes qui sont faits par l'UMR Tétis. Donc j'ai pas précisé, mais c'est un projet qui est porté par mon unité, mais qui est en partenariat avec l'UMR Tétis à Montpellier, donc, et l'unité de recherche sur les forêts méditerranéennes à Avignon. Donc vous pouvez voir ici la sensibilité un peu des réflectances des différentes bandes de Sentinel-2, à la fois à la teneur en chlorophylle, à la teneur en eau et aux surfaces foliaires. Donc on voit bien qu'il y a quand même un signal qui est assez important, donc ce qui fait de ce satellite un très bon candidat pour ce qu'on veut faire. Donc les indices utilisés, donc notamment le CR-SWIR, donc Florian l'a présenté avant, ça tombe bien, vous avez ici la formule détaillée, et vous avez l'image que donc notamment l'écart du CR-SWIR, donc entre des valeurs, on va dire, standards et des valeurs plus ou moins stressées. Donc on a commencé un peu à s'intéresser aux données cette année, en début au printemps. Donc on a été assez limité par les nuages, hein. Ça a été une année assez pluvieuse, donc vous pouvez voir ici que dès qu'il y a un petit peu de nuages, on est très vite embêté pour essayer de quantifier les teneurs en eau, ce qui va vraiment limiter la quantité de données disponibles, en tout cas cette année. Ici, donc, vous avez la même image sur notre zone d'étude qui est autour de la Sainte-Victoire, près d'Aix-en-Provence. Donc, les modèles qu'on utilise, donc on a quand même essayé de tester le modèle développé par Jean-Baptiste Ferré à Tétis, qui est le modèle Prospect, donc qui sont des modèles d'inversion physique de la donnée Sentinel-2 pour essayer de lier les réflectances mesurées par le satellite aux équivalentes water thickness, donc c'est la variable dont Florian a parlé tout à l'heure, qui est en fait une variable qui est liée au LFMC, le Live Fuel Moisture Content, qui est là finalement un peu la teneur en eau des feuilles qui va avoir un rôle très important dans la combustibilité du matériel. Donc on a testé un petit peu tout ce qui existait, et pour cela on va chercher quand même à valider les estimations. Donc on dispose de deux références. On dispose d'une part du réseau hydrique qui est géré par l'Office national des forêts et l'URFM, donc qui se focalise sur la végétation basse. Donc c'est 30 placettes plutôt arbustives sur laquelle il y a un suivi estival de la teneur en eau, et qui sert entre autres à créer les alertes quand vous pouvez vous rendre en forêt ou non. Donc il y a environ 30 placettes et c'est un réseau qui est en train de s'étendre dans la partie nord et ouest de la France.
Et on dispose aussi d'un réseau qui est propre au projet, qui va plutôt cibler les canopées, qui est plutôt situé donc autour de la Sainte-Victoire et qui va cibler des 3 espèces forestières typiques de la Méditerranée, le pin d'Alep, le chêne vert et le chêne pubescent. Donc on a commencé les prélèvements et les mesures cette année. Alors vous pouvez voir que spatialement, c'est pas du tout un échantillonnage sur une grille, mais on a été assez contraint pour ces canopées. Donc déjà, il fallait que ce soit pas très loin du centre, de manière à pouvoir à ce que les feuilles ne se dessèchent pas trop entre le prélèvement et les mesures au labo. Il fallait qu'elles soient peu éloignées des axes principaux parce que les massifs sont souvent interdits l'été. Et on voulait aussi que ce soit des placettes qui soient calées sur les pixels Sentinel-2, sans pente et monospécifiques sur les 3 espèces qui nous intéressaient. Donc ça commençait à faire beaucoup de critères, d'où des choix assez contraints. Et sur ces placettes-là, qu'est-ce qu'on mesure comme référence? On mesure évidemment la teneur en eau des canopées sur plusieurs compartiments, donc les feuilles matures, les jeunes pousses, les feuilles jeunes et les feuilles mortes. On fait aussi leur état sanitaire, le stade phénologique, et de façon saisonnière, on fait des vols de drones RGB, multispectral et LIDAR. Donc vous pouvez voir ici les prélèvements qui sont faits. Donc souvent, c'est des arbres qui sont parfois assez hauts, notamment les pins, et ça demande une grosse logistique technique parce qu'il faut des grimpeurs pour aller faire les prélèvements en haut des canopées. Donc on a 30 placettes, 15 qui sont suivies de façon intensive, donc 2 fois par mois, et 15 de façon un peu plus faible, 1 fois par mois en général, et évidemment contraintes par les conditions météo. Quand il y a des nuages, il n'y a pas de données sentinelles, donc on n'y va pas. Donc et évidemment des mesures au labo pour avoir les références. Donc les résultats préliminaires de ces teneurs en eau, donc ce qu'on va appeler le fuel moisture content, qui est simplement en fait le pourcentage on va dire le pourcentage d'eau qui était contenu dans la feuille. Sur nos 3 espèces, on a pu voir que donc le pin d'Alep, comme c'est connu dans la littérature, il est assez peu sensible à la sécheresse. Et les autres espèces, donc le chêne pubescent et le chêne vert, sont un peu plus sensibles. Donc on voit clairement au niveau du printemps, au niveau de la rentrée dans l'été, une grosse chute des teneurs en eau. Après, il faut savoir que cette année, ça a quand même été une année particulièrement arrosée, on va dire. Donc on n'a pas eu de valeur encore très stressée, ni de grosse mortalité, ou ni même de descente de cime. Donc en résultat préliminaire, donc les approches des modèles un peu transfert radiatif qui sont, on va dire, les plus complexes, on peut voir que on a quand même en général une corrélation donc, qui est de 0,22 avec des pourcentages d'erreurs autour de 20%, ce qui est assez correct quand on regarde sur l'ensemble des placettes entre les FMC donc observés sur le terrain et les FMC prédits. Par contre, on commence à regarder par espèce. Donc, on voit que, à part pour le chêne pubescent, c'est quand même assez compliqué de faire une prédiction fine dans la gamme de variabilité de l'espèce. On a essayé d'autres approches, donc notamment le CR-SWIR, qui est un indice de détection un peu plus simple, qui lui a quand même assez mal marché quand on regarde toutes les placettes globales, mais qui a donné les meilleurs résultats pour le chêne pubescent, avec une relation qui est assez bonne, un R carré de 0,4 et des erreurs inférieures à 10%. Il y a d'autres indices qui sont simples aussi et qui marchent pas trop mal, notamment pour le pin d'Alep et le chêne pubescent, avec des R2 autour de 30. Donc voilà, donc, ce qu'on a vu pour l'instant, c'est que des indices simples pouvaient faire parfois mieux que des modèles un peu plus complexes de type inversion de modèles de transfert radiatif. Donc les perspectives de ça, c'est de continuer les mesures sur plusieurs années pour avoir une gamme de variabilité importante,
C'est aussi de tester d'autres paramétrages de prospect. On commence tout juste, on a juste eu un stage cette année, mais c'est un modèle qui a beaucoup de possibilités et qui a moyen d'être calibré plus finement que ce qu'on a fait. Et on espère aussi pour intégrer d'autres sources de télédétection, donc peut-être plus dans le thermique, voire du radar, et également intégrer des variables météo, donc en partenariat avec l'URFM dans des modèles de prédiction qui mélangeraient à la fois météo et à la fois télédétection. Donc voilà pour ce premier axe qui était le stress hydrique. Le deuxième axe, lui, il cherche plus à un peu qualifier les surfaces affectées par les feux. Donc là, vous avez le feu de Vidauban qui a eu lieu cette année dans le Var, qui a été un des seuls gros feux de l'année, sur lesquels on est allé faire des mesures terrain, donc des vols drones et aussi des contours de feu Sentinelle-2. Donc ce que vous voyez ici sur l'image, c'est ce qu'on appelle un indice qui est le DNBR, sur lequel je vais revenir plus tard. Donc on n'a pas que ce feu-là, on a des données de référence sur un peu toute la France en partenariat avec l'ONF DFCI. Donc des feux qui ont eu lieu dans des conditions très variables, en forêt, en agricole, l'hiver, l'été, des grands feux, des petits feux, sur des landes, sur des forêts. Donc on a pas mal de choses pour tester un peu nos approches. Et en plus de ça, nous on fait des vols de drones pour avoir des références un peu plus fines. Donc l'idée de tout ça, c'est d'arriver par télédétection à pouvoir qualifier à la fois la surface du feu, où ça a brûlé très précisément, et aussi là, un peu la sévérité, donc l'impact du feu sur la végétation. Donc ça a l'air simple comme ça, quand on voit un feu, on se dit ça va très bien marcher par satellite, ça se voit comme le nœud au milieu de la figure. Mais en fait, pas tant que ça, il y a des effets d'ombrage parfois, il y a des effets de coupe, donc c'est pas si simple que ça. Des fois, le feu il passe juste en sous-bois, et donc c'est fréquent d'avoir. Donc ici, vous voyez un survol au drone qui a été fait, et en rouge, c'est le contour qui est fait par Sentinelle-2, et on voit qu'il y a quand même pas mal de zones qui sont surdétectées ou sous-détectées. Donc, les approches qui sont utilisées de façon standard par l'ONF pour détecter les surfaces brûlées, c'est ce qu'on appelle les approches NBR, donc Normalized Burn Ratio, qui va faire un peu la différence avant-après feu, notamment sur les bandes dans le proche infrarouge et dans le SWIR. Donc, c'est une approche qui marche globalement bien, qui a été éprouvée. Donc ici, vous pouvez voir sur les images, donc notamment sur la bande du milieu, ici, dans le NIR et dans le SWIR, on voit un petit peu, donc entre avant le feu et après le feu, la zone affectée qui va ressortir. Mais c'est pas toujours assez fin, et pour ça, l'ONF, qui est le garant de l'État pour quantifier ces variables-là, est en général obligé de faire un gros travail manuel, soit pour valider les images par photo-interprétation, soit d'aller sur le terrain et faire des contours GPS. Donc il y a encore pas mal de marge d'amélioration sur ces approches BIDAT. Et donc nous, on s'est inspiré des résultats de FORDED en essayant de tirer parti des modèles harmoniques pour détecter ces changements dans les zones affectées par les feux. Donc Florian l'a déjà pas mal expliqué. Donc ici, avec une période d'entraînement qui va prendre en compte à la fois la saisonnalité du pixel et à la fois son contexte. Donc c'est ça qui est important, c'est-à-dire que le contexte, ça fait que si le pixel est à l'ombre, on va pas être dans les mêmes gammes de variations que sur une plaine, pareil dans l'agricole ou dans les forêts. C'est-à-dire qu'on va être beaucoup moins sensible aux seuils qui sont la base des approches BIDAT où on fait avant-après, et on est vraiment contraint par des seuils qui sont standards et qui vont être à l'origine de beaucoup de biais et d'erreurs. Donc, théoriquement, les approches par modèle harmonique, comme l'a dit Florian, sont moins sensibles à ces seuils et sont un peu plus adaptatives et non moins supervisées. Néanmoins, c'est des modèles qui sont un peu plus complexes aussi et qu'il faut aussi paramétrer avec le nombre d'ordres harmoniques qu'on utilise, aussi quelques seuils à mettre dedans, par exemple le nombre d'années d'entraînement,
le nombre d'anomalies à partir de laquelle on considère que c'est un changement définitif. Il y a également des paramètres qui rentrent en jeu. Donc, on a cherché à évaluer ces approches par modèle harmonique par rapport aux approches qui sont utilisées par l'ONF pour l'instant. Donc, comment on a fait ça? On les a comparées en faisant ce qu'on appelle des différences symétriques sur les surfaces détectées par les deux méthodes. C'est-à-dire qu'on avait une référence terrain de l'ONF sur laquelle ils sont soit allés vérifier avec un contour GPS, soit ils ont fait une photo-interprétation validée par un expert. Et sur ça, on a réappliqué la méthode BIDAT simple, c'est-à-dire sans vérification manuelle, donc juste prendre un DNBR avant-après, seuiller selon la littérature et ce que l'ONF utilise. Et après, on a fait la méthode des modèles harmoniques pour détecter une surface brûlée. Et on a regardé qu'est-ce qui était surdétecté ou sous-détecté par rapport à la référence de l'ONF entre les deux méthodes. Donc, sur ce graphe-là, on regarde, donc en Y, vous avez la méthode TS, qui est la méthode Time Series, donc basée sur les harmoniques. Et BT, c'est la méthode BIDAT, donc qui est utilisée par l'ONF. Et quand on compare un indice, donc toujours ce NBR, Normalized Bond Ratio, qui est l'indice très classique qui est utilisé par l'ONF, et qui est avec des seuils qui sont fixes entre deux dates, à partir desquelles on considère les surfaces brûlées, on voit que en moyenne, la méthode par série harmonique va faire un petit peu moins d'erreurs, et notamment sur tous ces feux-là, donc Bastelica, Saint-Vallier, Vence, les erreurs vont être bien moindres pour la série temporelle, qui ne va pas empêcher de gros outliers parfois, donc notamment sur des feux agricoles, où on va avoir vraiment des grosses erreurs dues à de la sous-détection. Même parfois, quand on regarde d'autres indices, donc ici on regardait le NBR qui est l'indice classique utilisé par l'ONF, il y a d'autres indices qui existent, par exemple le NBR+, qui est une variante. Pour celui-là, la méthode BIDAT en fait va mieux marcher que la méthode série temporelle, et c'est même la méthode qui va faire le moins d'erreurs, toutes catégories confondues. Maxime, il reste une minute. Il reste une minute, très bien. Par contre, les méthodes série temporelle, donc ici en orange, vont mieux marcher sur les petits feux que les gros feux, même pour les indices qui fonctionnent le mieux. Et elles vont aussi mieux marcher en période hivernale qu'en période estivale. C'est-à-dire que quand on commence à avoir des feux un peu petits en hiver, donc c'est des choses qui sortent un peu des seuils habituels, ben c'est là que la méthode harmonique va le mieux performer. Donc voilà pour résumer un petit peu les avantages. Donc la bitemporelle c'est très facile, mais c'est un peu moins flexible. La série temporelle, on a encore du travail à faire, mais a priori elle s'en sort mieux dans les cas difficiles. Donc on va mettre encore plus de feu pour tester ça avec l'ONF. Et donc ça c'est le dernier axe qui sera probablement en 2026 ou 2025 pour croiser les bases de données entre l'axe 1 stress hydrique et l'axe 2 feu de forêt. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions. Merci beaucoup. On a déjà une question dans le chat par Monsieur Doridan, qui veut bien prendre la parole. Ok. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Je voulais savoir si c'était possible d'avoir des précisions pour l'axe 1, là, sur la modélisation qui est opérée à partir des données sentinelles, enfin, qu'est-ce qui est pris, est-ce que vous prenez plusieurs dates, le type de modèle, est-ce que c'est du machine learning, de la modélisation, des choses comme ça? Alors pour l'instant, donc il y a donc c'est les données effectivement sentinelles. On a testé plusieurs approches. On a testé des indices tout simples, donc type NDVI, ce que je vais vous montrer tout à l'heure, NDVI, NDWI, le CR-SWIR qui est un petit peu plus compliqué. À chaque fois, l'indice est calculé. En fait, il y a plusieurs dates pour chaque placette. Où à chaque fois, on prend la date, on fait les mesures terrain le jour où le satellite passe. C'est ça qui est important. Donc, à chaque fois, on calcule une estimation
le jour où on fait, où le satellite passe et le jour où on a fait la mesure. Donc effectivement, on a une trentaine de placettes. On y va le plus souvent possible, c'est plusieurs fois par mois en général. Donc voilà, pour ce qui est des dates, il y a plusieurs dates. On l'a fait cet été, on prévoit de le refaire sur les étés prochains. En hiver, par contre, on pense pas trop poursuivre. Pour la paramétrisation de prospect, pour l'instant, on n'a pas utilisé les modèles, on va dire tout ce qui était paramétrisation avec de la calibration un peu en mode hybride, c'est-à-dire avec des réseaux de neurones, des SVR. Ça, on l'a pas encore fait. Pour l'instant, on a juste fait des tables, ce qu'on appelle des LUT, des lookup tables. C'est-à-dire qu'il y a le modèle va calculer, qu'un modèle de transfert radiatif va calculer un peu les teneurs en eau qui sont censés donner une certaine gamme de réflectance. Et nous, en fonction des réflectances observées, on va se référer à ces tables de correspondance et dire, du coup, vu ces réflectances-là, on a telle teneur en eau. Mais effectivement, il y a moyen d'aller beaucoup plus loin avec ce modèle-là et on va prochainement le faire avec Tethys et faire des réseaux de neurones, faire des SVR, mieux le calibrer et mieux le paramétrer. Donc voilà, c'est basé ça sur le modèle Prospect, notamment avec Jean-Baptiste Ferré. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, merci. C'est juste, du coup, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, vous vous basez sur des tables qui relient réflectance et teneur en eau, et ça, c'est obtenu par un modèle ou par des mesures en labo, c'est ça? Ces tables de correspondance, elles sont obtenues par le modèle de transfert radiatif, en fait, c'est le but, en fait, c'est le principe d'existence. En fait, il fonctionne en deux. Peut-être Florian sait plus que moi sur ce modèle-là, mais il fonctionne en deux modes, c'est-à-dire qu'on peut soit le mettre en mode forward, c'est-à-dire qu'il va, à partir des données des réflectances, calculer les teneurs en eau, soit en mode backward, à partir des teneurs en eau, simuler les réflectances qui sont censées être obtenues par ces teneurs en eau là. Et donc moi, je suis pas du tout un physicien, je suis plus un forestier, donc on va dire que je me sers de Prospect, je suis pas développeur. Mais nous, on a généré les tables de correspondance en fait avec cette méthode un peu backward pour avoir les tables. Ok, merci. On a une question en ligne de Julien Denise, qui n'a pas de micro, mais je vais la poser. Est-ce que vous voyez un intérêt à utiliser les données radar de type Sentinel-1 pour l'Axe 1, justement? Alors, je pense, dans l'unité, on n'a pas encore trop la compétence radar. Après, le problème à ça, c'est que nous, nos placettes, c'est vrai qu'elles sont calées sur les pixels Sentinel-2, ça reste assez local, hein, c'est 20 mètres sur 20 mètres. Pour intégrer les données radar qui sont à des résolutions un peu plus faibles, faudrait qu'on trouve des zones où les peuplements sont assez homogènes sur les pixels Sentinel-1. Après, ça n'empêche pas de rééchantillonner effectivement sur nos placettes. Donc oui, je pense qu'il y a un intérêt à mettre des données Sentinel-1. Après, vu les résultats qui ont été observés à l'URFM à Avignon, il y avait aussi un gros intérêt quand même des variables météo qui pouvaient pas mal aider, quoi. Alors Michel Lepage qui pose une question. Merci encore pour la présentation. En fait, une question sur vos coefficients de détermination là, qui sont faibles. Sur les R carrés? Ouais, les R carrés. Sur le EWT, teneur en eau foliaire inversée de Prospect, donc on a 0,2 et quand on regarde essence par essence, c'est encore plus faible. Et donc, en fait, la question, c'est, d'après vous, d'où viendrait l'erreur, en fait, de la mesure terrain, de l'inversion elle-même? Alors, la mesure terrain, c'est vrai qu'on a peut-être un point faible qui est que
Donc, en fait, ce que prédit Prospect, effectivement, ce sont des EWT. Nous, ce qu'on mesure, c'est des FMC. Et pour passer de l'un à l'autre, il faut mesurer le LMA, donc la Leaf Mass Area, c'est-à-dire, on va dire, le poids d'une surface de feuille. Nous, ça, on le mesure on le mesure pas encore. On prend des données standards. Donc, s'il y a un point faible dans le protocole terrain, c'est celui-là. On va y remédier l'année prochaine en utilisant des emporte-pièces. Mais s'il y a un point faible dans la méthode terrain, c'est celui-là. Après, sur le modèle, c'est vrai que aussi, bon, à un moment, là, on regarde des pixels qui sont tout petits, c'est local. Pour moi, les R carrés je m'attendais à peu près à cette gamme-là, entre 0,2 et 0,3. Les erreurs sont de 20%. Bon, télédétection en forêt, en tout cas, pour moi, c'est pas si mauvais. Après, effectivement, pour de l'opérationnel, pour gérer le risque incendie, ça sera pas suffisant pour l'instant. Pour moi, ça peut être dû déjà au fait que les gammes qu'on a observées cette année sont pas hyper variables sur le terrain, donc notamment pour le chêne vert et le pin d'Alep, c'est resté quand même assez stable. Donc on n'a pas de grosses, on va dire vraiment de grosses sécheresses, de gros stress qui pourraient aider on va dire au score, quoi. Après, peut-être que les paramétrages, faut qu'on affine ça avec Jean-Baptiste. On a juste eu un stage de 6 mois dessus. Il y a sûrement des choses à améliorer. Mais pour moi, le fait qu'il y a eu assez peu de variations observées sur le terrain, ça aide pas, quoi, statistiquement, à avoir des scores mieux que ça. Après, parfois, le NDVI ou le CR-SWIR s'en sortent mieux, donc il doit quand même y avoir des améliorations à faire du côté de Prospect, effectivement. Ouais, après, la difficulté dans cette aversion, c'est que déjà on voit que la surface de la canopée, effectivement, et puis on voit un mélange du contenu en eau des c'est pas possible. Allez, la télédétection, des fois, ça énerve. Ouais, un mélange du contenu en eau des feuilles et de la surface foliaire lui-même. Donc c'est pour ça qu'on a une bonne relation assez bonne, hein, pas non plus géniale sur le NDVI, mais parce que ça montre bien que la surface foliaire, elle est quand même assez importante dans cette relation. Voilà, bref, juste une observation. Merci en tout cas pour la présentation, c'était super. Et bonne chance pour la suite. Merci. Alors, je vois pas trop d'autres questions, mais en tout cas, merci beaucoup, Maxime. Et en fait, merci à tous, tous les intervenants et qui ont participé à ce webinaire. Alors, je vais remettre en partage justement le programme pour les semaines à venir. Je sais pas si vous voyez. Alors là, c'était aujourd'hui le programme. Donc, le prochain rendez-vous, ce sera le 3 décembre. Donc, on regardera un petit peu ce qui se passe au point de vue de la teneur en eau dans le sol et puis les problématiques autour de l'agriculture. Et après, on se retrouvera l'année prochaine, je vois 2024, mais je pense que c'est en 2025, le 14 janvier et le 11 février pour d'autres sessions. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée